Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Estivales de Partage et Vie, édition qui revêt cette année une dimension un peu particulière puisque nous avons fêté en avril dernier les 25 ans de la Fondation Partage et Vie. Cette année, la question qui va nous occuper tout au long de notre événement est bien entendu complexe, sujette à débat et à réflexion. Vous la voyez qui s'affiche, quelle liberté quand décline l'autonomie. Pour élaborer nos échanges, on a sélectionné des invités issus d'univers très différents. On va croiser notamment les regards philosophiques et médicaux de Francis Wolff et du professeur Claude Jandel. Nous irons bien refaire un tour du côté du cerveau avec le professeur Lionel Nakache. Nous verrons comment le monde du handicap peut enrichir notre réflexion sur ces notions de liberté, sur ces notions d'autonomie avec Éléonore et Emmanuel Laloux. Nous essaierons d'anticiper l'adaptation de notre cadre de vie avec Yann Bubien. Nous découvrirons avec la philosophe Claire Marin quel impact a le corps empêché sur l'autonomie psychique de l'individu. Et nous conclurons tout en spiritualité avec Delphine Horviller. Comme l'année précédente, nous aurons le plaisir d'entendre des témoignages authentiques et riches des professionnels de Partage et Vie au cœur du terrain et de l'action au quotidien. D'ailleurs, à mes côtés, voici Bruno Doerler, directeur général délégué de Partage et Vie, en charge des opérations. Bonjour. Bonjour Boris, bonjour à tous. Qui aura le plaisir d'introduire l'événement dans quelques instants, car si vous êtes une fidèle, si vous êtes un fidèle des Estivales, vous constaterez que Roger-Paul Droit, philosophe, chercheur au CNRS, enseignant, écrivain et surtout conseiller éthique de la Fondation Partage et Vie, n'a malheureusement pas pu être des nôtres. Il nous a fait, nonobstant l'amitié, d'enregistrer une vidéo. On la regarde ensemble. Bienvenue à vous tous. Merci de votre présence et de votre participation. Au cours de cette 7e édition des Estivales de Partage et Vie, je crois que vous assisterez à de beaux échanges et j'espère que vous aurez ce soir de nouvelles pistes de réflexion et des propositions pratiques qui vous seront utiles. Ce qui me fait encore plus regretter de ne pas pouvoir être là. Je me faisais une joie d'être des vôtres, comme chaque année, d'ouvrir ces estivales avec Bruno Doerler, qui depuis 1 an a piloté avec moi nos réflexions, de dialoguer avec Claude Jandel de la liberté vue par le philosophe et par le médecin, et bien sûr, d'échanger avec vous tous. Mais le hasard limite parfois notre liberté d'agir. Une petite intervention médicale ne me permet pas d'être présent aujourd'hui. J'avais prévu qu'elle ait lieu en mai ou début juin, mais vous le savez mieux que moi, les services de santé sont surchargés et c'est tombé sur aujourd'hui. Je suis frustré par ce contretemps, mais je ne suis pas inquiet, car je sais combien toute l'équipe de Partage et Vie a fait un travail absolument remarquable depuis des mois pour mettre au point cette rencontre. L'an dernier, nous avions réfléchi sur l'entrée en EHPAD. Et il était déjà question de liberté de choix et de liberté d'action, avec la réflexion sur le consentement, avec la comparaison entre domicile et établissement. Cette année, nous avons voulu prolonger et diversifier cette thématique. Quels espaces de liberté demeurent quand l'autonomie commence à diminuer? Comment répondre au désir de liberté des résidents? Qu'est-ce que chacun est libre de faire? Qu'est-ce qui freine au contraire sa liberté d'agir? Que ce soit dans la vie collective d'un établissement, dans les pathologies neurodégénératives, dans les interactions entre les personnes. Et à l'inverse, qu'est-ce qui peut stimuler l'envie d'agir? Donner ou redonner confiance en soi? Où est-on le plus libre finalement? À son domicile ou dans un établissement spécialisé? Et comment doivent évoluer ces établissements? Comment les mentalités, les politiques publiques doivent-elles elles aussi évoluer afin que les libertés s'accroissent? Voilà les principales interrogations au cœur de nos enquêtes et de nos ateliers de cette année. Et certaines des réponses, vous allez le voir, risquent de surprendre. Pourtant, notre intention n'est pas d'étonner, mais de comprendre comment faire mieux, comment devenir meilleur, dans l'intérêt supérieur des personnes accompagnées. L'éthique, en fin de compte, ce n'est rien d'autre que cela, le souci des autres et la volonté de faire mieux pour eux. Depuis le début de notre démarche en 2019, nous suivons constamment 2 axes. D'abord, le souci du concret. L'éthique réside dans l'ajustement de tous les grands principes au cas particulier de chaque individu, à travers une multitude de détails quotidiens, un geste, un mot, une attention
peuvent changer la donne. Et très souvent, ce sont d'infimes détails qui font d'immenses différences. Mais à condition d'en parler, d'y réfléchir ensemble, parce que l'éthique se construit au quotidien, mais jamais seule. Et notre deuxième axe principal, ce sont donc les échanges d'expériences et de compétences. On avance en confrontant les regards, les témoignages, les solutions. L'interdisciplinarité était indispensable, le respect mutuel aussi, et l'approche qui est la nôtre fait qu'il n'y a ni expert ni ignorant. Chacun a son savoir, son expérience, ses propositions, et nous avons tous à apprendre les uns des autres pour faire mieux. Enfin, on ne peut pas oublier que la liberté est une grande question philosophique et une notion juridique et politique majeure, peut-être la valeur la plus fondamentale de nos démocraties et, sans doute, la définition ultime de l'être humain. Et sans entrer dans ces vastes considérations, nous ne pouvons pas les ignorer. En fait, les questions que nous traitons pour savoir comment mieux agir sont toujours des questions à plusieurs étages, à plusieurs dimensions, et vous allez le constater tout de suite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, et je laisse Bruno Doerler poursuivre de vive voix ces quelques mots d'introduction. Eh bien, merci Roger Paul pour cette belle introduction à notre 7e édition des Estivales de Partage à Vie. Donc, au nom de tous les collaborateurs de Partage à Vie, nous sommes très heureux de partager cet après-midi ensemble. Après-midi estival, je ne pouvais pas le faire à l'égard des conditions. Nous sommes dans des moments très confortables. Et nous allons partager de nombreux échanges à venir sur cette réflexion éthique de l'été 2026. Et nous savons que Roger Paul est de tout cœur avec nous. Il nous alimente de sa bonne énergie. Son intervention s'est bien passée et il va bien. Delphine Langlais, notre directrice générale, nous a confié le soin, Roger Paul et moi, de piloter la thématique de cette nouvelle édition 2026, inscrite dans la continuité de nos éditions précédentes, sur ce beau thème « Agir toujours ». Et pour construire notre réflexion, nous avons tout d'abord interrogé nos équipes autour d'un questionnaire en ligne, puis nous avons soumis quelques questions similaires au lecteur du Point, notre partenaire pour cette opération. Je vous propose d'en lire les résultats sur 3 questions, les 3 questions suivantes. Sur la première question, vous voyez, nous avons posé la question « Selon vous, qu'est-ce qui donne le plus le sentiment à une personne accompagnée ?» On oriente nos questions sur la liberté des personnes fragilisées, d'être toujours actrice de sa vie. Et très majoritairement, les professionnels de Partage à Vie, en bleu sur le graphe, ont répondu pouvoir faire ses propres choix, même dans les plus simples détails du quotidien. Les lecteurs du Point, en rouge, eux, se répartissent par tiers en incluant les 2 autres options, avant tout être questionnés sur ses désirs et ses émotions, ou se sentir utile à la communauté. Et pratiquement personne ne juge comme prioritaire de participer à des activités choisies. Alors ainsi, même si c'est certainement important, on voit que ce n'est pas le premier critère d'importance. Sur la deuxième question, nous demandions, selon vous, qu'est-ce qui peut donner à une personne dépendante, aidée par les autres, le sentiment d'être vivante et active ? Et à l'inverse de nos professionnels, les lecteurs pensent en majorité qu'il est important d'assurer un minimum des gestes de la vie quotidienne, quand nos collaborateurs pensent que l'on peut avoir le sentiment d'être vivant et actif en étant simplement éveillé, attentif à ce qui nous entoure. On pense que c'est certainement lié au fait pour les équipes d'être davantage confrontées à des personnes très dépendantes, mais néanmoins encore actives à leur manière. Les autres items, comme exprimer ses choix ou échanger avec les autres, restent pour autant assez importants, vous le voyez sur les résultats. Et enfin, pour la 3e question, nous demandions, selon vous, quel rôle les familles peuvent-elles jouer en premier lieu pour renforcer la capacité d'une personne dépendante à rester actrice de sa vie ? Et avec une grande similitude des professionnels et des lecteurs du Point, vient en premier le fait de soutenir les choix de la personne, même lorsqu'ils diffèrent de ceux de la famille. Puis en deuxième, relayer les souhaits et les habitudes de vie auprès de l'accompagnant. C'est intéressant de voir que personne n'imagine de laisser les professionnels décider pour éviter les tensions.
Fort de ces premiers éléments, nous avons parcouru les 4 points cardinaux de l'Hexagone avec Delphine Langlais, Catherine Schwartz, directrice de la communication, le professeur Claude Jandel, Roger Paul, Dana Jourde, chef de projet. Nous avons été à Saint-Lenoble dans le nord, Montpellier dans le sud, sur l'ouest à Poitiers, sur l'est à Lusigny, mais aussi à Lyon. Et nous avons rencontré des personnes formidables, des résidents, des aidants familiaux, des professionnels. Et à l'occasion d'ateliers en table ronde, nous leur avons posé les questions. Est-ce que vous vous sentez libre de faire ce que vous voulez? Qu'est-ce qui freine votre liberté? Où et comment vous sentez-vous le plus libre d'agir, à domicile, en établissement? Et que faudrait-il faire pour que vous vous sentiez davantage libre d'agir? Et interroger toutes les parties prenantes, ça illustre la démarche éthique de Partage et Vie, pour laquelle chacun a son savoir. Et la volonté de faire mieux, comme le dit Roger Paul, passe par l'échange des expériences et des points de vue. Alors nous avons été rassurés de voir que globalement, les bénéficiaires de nos services, qu'ils soient en EHPAD, en maison pour personnes en situation de handicap ou à domicile, tous globalement se sentaient assez libres. Et cependant, cette liberté n'est pas un absolu individuel, mais une réalité co-construite avec les autres, avec l'environnement. Elle se renforce sur la base des capacités des personnes, à condition que ces capacités soient reconnues. Et cette envie d'agir, elle se nourrit d'une dynamique relationnelle qui n'est jamais figée et qui se travaille bien sûr avec les professionnels, mais aussi avec les familles et les proches ou les visiteurs. Alors les stimuli sont par ailleurs autant en rapport avec des détails, des fois des micro-détails, qu'avec des enjeux bien plus grands. Je n'en dis pas plus. À travers nos films et nos entretiens croisés de cet après-midi, vous allez pouvoir découvrir un bel échantillon des réponses qui nous ont été apportées. Et tout de suite, je vous propose de nous plonger dans la vie de nos résidents de notre maison de Lyon, pour lesquels certains voisins, des petits voisins même, représentent une véritable fortune. Petit moulin a bien tourné, petit aimant ont bien frappé, petit oiseau. Bravo! Est-ce que vous participez souvent à ces ateliers? Je viens tout le temps. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? J'ai besoin. Pour les enfants, c'est ma fortune. Très régulièrement, on reçoit les enfants à la résidence Sainte-Élisabeth et on leur propose des ateliers variés. Et on est vraiment attendus, donc c'est assez chouette de voir que chez les résidents, ça parle, quoi. Avoir des enfants, c'est vraiment important pour eux. C'est des rencontres, c'est des accroches qui se font, et alors hyper naturellement, parce qu'on a même des enfants qui tiennent la main à des résidents et qui ne se posent pas de questions. Où sont les petits chats? Montre-les où mes petits chats. Alors, où ils sont? Là, on a des enfants de 0 à 3 ans, donc ils ne parlent pas tous. Par contre, voilà, ils se comprennent. Je vais vous dire une chose, je préfère plus les enfants que les adultes. L'enfant vous dira plus sa vérité. Tant pis. Il y a des fois, il y en a un qui m'a dit que j'avais des cheveux blancs, que j'avais des rides, mais c'est normal. Je pense que ça leur apporte beaucoup de joie. Certainement, ça ravive des souvenirs de leurs propres enfants, petits-enfants. Et je pense que la première chose, c'est vraiment la joie, la gaieté de partager ces moments comme ça. Déjà, la vie sociale, ici, on l'a. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont spontanément un intérêt à sortir de chez eux et à venir boire le café ensemble. Alors, les ateliers avec les enfants, c'est bien évident que c'est tout ce plaisir-là, déjà. Mais en plus,
avec des êtres humains qui sont, dans ce que disent les résidents, différents de nous, parce que c'est une autre génération. On découvre comment sont les enfants d'aujourd'hui. Donc c'est une découverte. Je dirais qu'en institution, le levier principal, c'est pas de convaincre les résidents. Il y en a qu'on ne convaincra jamais, ils ne seront pas là-dedans, peut-être par tempérament, par histoire de vie, par tout ça. Mais il y en a plein d'autres, si on leur dit vous pouvez agir, ils vont le faire. On le voit avec les rôles sociaux, quelque chose qu'on fait de plus en plus. 14, 215. Oui. 1, 2. Voilà, 202. Ça doit être là le 6. Super, ben voilà, on a fini. Effectivement, qu'une personne puisse faire quelque chose pour le collectif ou pour quelqu'un d'autre, que ça soit reconnu, comme voilà, qu'on lui dise s'il vous plaît et merci, et voilà, c'est top. Le courrier, vous faites ça tous les jours? Oui. Moi, ça me prend pas de temps, ça leur gagne un petit pas beaucoup non plus. Mais si, puis ça nous permet d'être toutes les deux. On est toutes les deux, on fait le courrier, bon. Et la méthode Montessori, elle est basée sur le fait qu'il faut justement entretenir la liberté d'agir, l'envie d'agir. Voilà. Donc l'habitant, on lui propose, il y a 2 chances sur 3 qui disent oui, et ça ira, Voilà. cette liberté, il va la retrouver. Elle ne sera pas enfouie loin, elle est peut-être enfouie très loin, plutôt dans les pratiques professionnelles et dans les institutions. C'est une piste en tout cas. Oui, là, ici. Secours. C'est cool. L'approche Montessori, nous particulièrement, ça nous a beaucoup apporté parce que ça nous a permis de voir nos habitants autrement. On permet quand même à tout le monde d'avoir la sensation de vivre ce moment en fait. Il n'y a pas que, c'est pas parce qu'on n'est pas autonome qu'on ne doit pas vivre ça. Ils se sentent utiles, ils se disent on est là, mais la vie continue quoi. C'est son déambulateur, tu vois, c'est une poussette pour les personnes âgées. C'est les poussettes pour les petites mamies. Merci pour cet extrait d'Humanité. Merci beaucoup, Bruno. Je vous laisse repartir. Et dans un ballet d'une rare élégance, on accueille tout de suite un regard philosophique et médical sur la liberté entre le professeur Claude Jandel et le philosophe Francis Wolff. Le tout sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Claude Jandel, je rappelle que vous êtes gériatre, conseiller médical de la Fondation Partager Vie. Bonjour. Francis Wolff, bonjour. Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Vous avez fort élégamment accepté de remplacer Roger-Paul Droit lors de cet échange. Je crois qu'on peut vous applaudir pour ça. Pas évident. La première question est évidemment pour vous, même s'il l'a rapidement évoqué dans sa présentation. Roger-Paul, que signifie le terme liberté pour le philosophe ? Alors merci de me donner la parole et je vais faire ce que je peux pour remplacer Roger Paul, qui est un ami. J'étais d'ailleurs déjà intervenu il y a 5 ans dans une autre estivale de Partager Vie. Alors bon, conformément à ce qu'a annoncé Roger Paul, il faut d'abord, je pense, rappeler ce que signifie le mot liberté pour un philosophe. Mais je partirai pourtant d'une définition très banale, très simple, très ordinaire de la liberté. Être libre, c'est pouvoir faire ce que l'on veut. Cependant, la liberté n'est jamais aussi claire que lorsqu'on la prend au sens négatif, c'est-à-dire quand on en est privé. Quels sont ces obstacles ? Alors, il y a d'abord, Roger Paul l'a signalé tout à l'heure, il y a d'abord des raisons juridiques. Par exemple, c'est le cas des mineurs ou des adultes sous tutelle ou sous curatelle. Il y a aussi souvent des raisons politiques. Mais même dans une démocratie où les citoyens sont libres, au sens où leur liberté n'est limitée que par la liberté des autres citoyens, leurs droits ne sont pourtant effectifs, vous le savez, que pour celles et ceux qui ne subissent aucune forme de discrimination,
qu'elle porte sur l'origine sociale ou ethnique, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, le physique, on parle de grossophobie, l'état de santé, etc. La discrimination est le troisième obstacle extérieur à notre liberté. Selon la défenseure des droits, la plus fréquente et la plus silencieuse des discriminations, que ce soit à l'embauche ou au logement, avant même le racisme, c'est le validisme, c'est-à-dire la discrimination des personnes en situation de handicap. On l'oublie trop souvent. Alors tout cela, ce ne sont que des conditions négatives de la liberté. Il y a aussi des conditions positives. Certaines sont extérieures à la personne, d'autres sont internes. Alors, la première condition positive pour pouvoir faire ce que l'on veut, c'est qu'on en ait les moyens. La plus tolérante des démocraties a beau permettre aux citoyens de vivre comme ils l'entendent, encore faut-il qu'elle leur en donne les moyens, sans lesquels ces libertés demeurent, comme on dit, formelles, sans réalité effective. Il en va ainsi des libertés fondamentales. Par exemple, aller et venir. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller passer vos vacances d'hiver aux îles Seychelles? Ah bon, vous n'en avez pas les moyens, mais pourtant vous êtes libre de le faire. Bon. Alors vous voyez que les moyens, c'est essentiel à la réalisation de la liberté. Mais je parle de moyens, ce n'est pas simplement au sens financier. Par exemple, vous avez le droit de prendre le métro, vous avez le droit d'aller et venir, mais il n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. Vous êtes libre de le faire, mais vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous n'êtes pas libre de le faire. Alors, toutes les personnes vulnérables et précaires, en quelque domaine que ce soit, économique, social, symbolique, physique, mental, voient leur liberté d'agir limitée d'autant par ces conditions réelles, externes, que sont les moyens d'exercer nos libertés formelles. Alors maintenant, passons aux conditions positives internes à la personne, qui limitent sa liberté. Alors c'est là où on rencontre le progrès énorme en philosophie de ce qu'on appelle la liberté au sens du libre arbitre, par opposition au déterminisme. Rassurez-vous, je ne vais pas traiter cette question qui vous rappelle peut-être des mauvais souvenirs de terminale. Bon alors, selon cette théorie, le déterminisme, nos choix dépendraient de nos gènes, de notre éducation, de nos influences, de l'état de notre esprit, de notre cerveau, et évidemment, tout cela ne dépendrait pas finalement de nous, mais des lois générales de la nature. Le libre arbitre serait donc une illusion. Sans le savoir, notre volonté serait toujours déterminée par des causes qui lui échappent. Cette théorie affirme donc que puisque l'univers physique est déterministe, du moins on le postule ou on le postulait, nul n'est vraiment jamais libre. La liberté est une illusion. Alors, je conteste vivement cette position, mais je ne vais pas développer ce point, car ce qui est sûr, c'est que je ne serais en tout cas pas libre si l'univers était indéterministe, s'il était soumis au hasard et à la contingence, si les connexions neuronales de mon cerveau, dont parlera peut-être tout à l'heure Lionel Nakache, se comportaient d'une façon imprévisible, je ferais n'importe quoi, j'agirais au petit bonheur d'une façon indéterminée, erratique. Donc je serais encore moins libre. Rien de plus contraire à l'idée de liberté. En réalité, c'est l'inverse. Plus je suis libre, plus je me sens déterminé à agir comme je le fais. Je suis libre non pas quand j'agis sans cause, mais au contraire, quand je me sens et quand je suis moi-même cause de ce que je fais. Je suis libre lorsque c'est mon moi réel qui est cause de ce que je fais, et ainsi je suis l'auteur de ma vie. Faire ce que je veux réellement, ce n'est donc pas, par exemple, satisfaire mes besoins immédiats, la faim, la soif, comme un animal, car ceux-ci, en effet, sont causés en moi malgré moi. Je n'en suis pas maître. Ce n'est pas seulement céder à mes caprices passagers. Oh, j'ai envie de boire un verre de whisky, par exemple. Non, parce que ceux-ci, ces caprices, où ces désirs immédiats me viennent à l'esprit sans que je le veuille. Pour que je fasse ce que je veux, il faut que j'agisse en fonction de ce que je suis réellement. Non pas des désirs qui me passent par la tête parce qu'ils viennent en moi malgré moi, mais de ce que je désire désirer. C'est-à-dire ce que je désire désirer après réflexion. Être libre,
c'est pouvoir agir avec de bonnes raisons qui me permettent de justifier ce que je fais à mes yeux comme aux yeux d'autrui, c'est-à-dire au nom de ce que je pense réellement, de mes valeurs, de mes convictions profondes. Être libre, c'est être pleinement soi-même, et c'est ce qu'on nomme l'autonomie. Alors évidemment... Juste Francis, je vais un peu vous interrompre dans votre démarche de liberté. Il faudrait parler un tout petit peu plus dans le micro. Ah, pardon. Voilà. Oui, vous êtes libre de ne pas le faire, mais on ne pourra pas vous entendre. C'est parce que je m'agite trop. Bon. Non, c'est jamais trop, c'est bien, c'est expressif. Mais... Alors, cette constitution de l'autonomie du moi, elle n'est pas innée. Elle est le fruit d'une lente formation et maturation. Être enfant, puis adolescent, puis jeune adulte, c'est gagner chaque jour en autonomie. Et pour deux raisons. Une qui tient à ce que l'on a, une autre qui tient à ce que l'on est. D'un côté, on acquiert de plus en plus de moyens d'agir, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'ils soient physiques ou intellectuels. D'un autre côté, on renforce et on enrichit son moi en accumulant un réservoir de souvenirs et d'expériences. On devient qui on est à partir de ce qu'on a été, ce qui permet à chacun de se projeter vers ce qu'il veut être et d'agir pour des raisons de mieux en mieux fondées. C'est évidemment l'inverse dans le grand âge, qui semble plutôt un âge, en tout cas à première vue, de la déconstruction du moi. Il semble que cette autonomie, cette personnalité qui s'est forgée progressivement, se dissout peu à peu. On peut de moins en moins être cause de ce que l'on fait, non pas seulement parce que ses moyens d'agir diminuent, mais parce que le moi s'appauvrit. Pourquoi ? Parce que, rappelons-nous, il s'est constitué, ce moi, et il se renforce ordinairement grâce au rapport permanent à notre passé et à un éventuel futur. Or, la mémoire de son propre passé et par conséquent l'imagination d'un éventuel futur se rétrécissent avec la diminution des capacités cognitives. La puissance d'être soi-même diminue. Le territoire de la liberté rétrécit dans l'espace comme dans le temps, mais pourtant, si l'on mesure la liberté à ce qu'elle est à chaque étape, et non pas à ce qu'elle est ou à ce qu'elle a été dans le passé, sa nature et la définition que je viens d'en donner demeurent la même. Il est donc toujours possible de dire et de faire en sorte que la personne demeure agent de sa propre vie. N'est-ce pas, Claude ? Cette brève analyse, purement conceptuelle, rejoint-elle votre expérience et les cas concrets que vous rencontrez tous les jours ? Merci Francis. Je vous rejoins absolument sur cette évolution séquentielle de l'acquisition d'autonomie, sous l'influence notamment de l'éducation, des habitudes transmises, comportements transmis, l'héritabilité, mais aussi par les expériences vécues, négatives, positives, au cours de toute la vie. En revanche, je ne suis pas certain que l'on puisse généraliser à tout individu, y compris au grand âge, le fait que la puissance d'être soi-même diminue avec elle une part grandissante de notre liberté. Nous avons tous connaissance de personnes qui gardent cette capacité de liberté, de se projeter, à élaborer, à ajuster leur projet de vie, dès lors qu'ils disposent d'une réserve cognitive conservée, de réactions émotionnelles maîtrisées, et puis surtout de la troisième composante de l'action, qui est la conation, cette capacité d'avoir envie, d'être dans l'élan, la volonté, la volition, de se lâcher prise, parfois, des potentiels, finalement, de la motivation. Dans le cas présent, la liberté permet à la personne de choisir et de construire son existence et son projet de vie à un âge plus ou moins avancé, selon ses propres valeurs, aspirations, objectifs, et ce, malgré certaines limitations liées à l'âge. Cela peut concerner ses relations familiales, sociales, ses activités, ses loisirs, ses centres d'intérêt, ses souhaits concernant les soins, l'accompagnement, les projets personnels, spirituels, culturels, le choix du lieu de vie, ou encore ses préférences pour la fin de vie, lorsque la personne souhaite les exprimer. En second lieu, je voudrais dire que la personne âgée,
Chez la personne âgée, les notions de liberté et d'autonomie sont étroitement liées, voire même pourraient se confondre. La liberté correspond, comme vous l'avez dit, au droit de choisir, de décider pour soi-même, d'être l'auteur, le chef d'orchestre de sa vie. L'autonomie implique le respect des souhaits, des valeurs, des habitudes de vie et des préférences des personnes âgées. Il est cependant ici fondamental de distinguer l'autonomie décisionnelle et l'autonomie fonctionnelle. L'autonomie décisionnelle correspond à cette capacité à décider pour soi, concernant sa vie, sa santé, ses finances, son lieu de résidence, ses activités, en fonction de ses valeurs et de ses préférences. L'autonomie fonctionnelle correspond à la capacité à réaliser les actes élémentaires ou instrumentaux de la vie quotidienne, se déplacer, s'habiller, se préparer un repas, gérer ses affaires, ses finances, téléphoner, prendre des moyens de transport, capable de prendre ses médicaments seul. C'est ce qu'on évalue par nos échelles, ADL, IADL, Agir, cette fameuse grille, qui, je le précise, n'évalue en aucun cas l'autonomie décisionnelle. Il est dès lors concevable qu'une personne puisse perdre tout ou partie de son autonomie fonctionnelle, de ne pas être capable d'assurer les actes de la vie quotidienne, et donc sa liberté d'agir, tout en conservant son autonomie décisionnelle et sa liberté de choix. Finalement, je retiendrai schématiquement 4 grandes situations dans lesquelles soma et psyché sont très imbriqués, en précisant que chaque situation demeure néanmoins toujours singulière. La première situation concerne des personnes âgées autonomes, robustes, fit, qui correspondraient à notre GIR 6, mais aussi aux personnes en risque de perte d'autonomie, en situation de fragilisation, le GIR 5. Ici, la personne demeure totalement actrice, pleine et entière de ses décisions, et capable d'autodétermination. C'est le cas de Mme Churin, qu'on entendra tout à l'heure, c'est le cas de nos proches aidants, et certainement d'un grand nombre d'entre nous, je l'espère. La deuxième situation concerne les personnes âgées en situation de dépendance fonctionnelle, ce qu'on met dans le GIR 4.3.2.1, si vous voulez, à des niveaux de dépenses plus ou moins aggravés. À des degrés variables, ils ne disposent plus des capacités fonctionnelles d'agir, au sens de l'accomplissement d'un acte moteur, en particulier volontaire. Là, il est impératif de différencier 2 situations, 2 éventualités, selon qu'il existe ou non une pathologie touchant les fonctions cognitives, et il faudra bien différencier ces 2 éventualités. Dès lors qu'il n'y a pas d'altération significative des fonctions cognitives, de jugement, de discernement, de raisonnement, de processus de décision, de planification, l'autonomie décisionnelle demeure opérante. La liberté d'agir ne se trouve donc seulement entravée par l'incapacité à accomplir un ou plusieurs actes moteurs pouvant résulter d'un accident vasculaire cérébral, d'une maladie neuroévolutive, d'un handicap moteur inné, acquis. Dans le cas présent, la personne demeure actrice, peut rester actrice, pleine et entière de sa vie. Il convient en revanche de mettre tout en œuvre pour mettre en place les mécanismes de compensation de la perte d'autonomie fonctionnelle, de la réhabilitation susceptible de pourvoir à l'accomplissement des actes déficients dans l'objectif d'une liberté d'agir, sans omettre la compensation des déficiences sensorielles, trop souvent négligées, qui impactent fréquemment cette liberté d'agir. Bien différente est la seconde situation dans laquelle le processus de prise de décision est progressivement altéré en raison d'atteintes cérébrales, touchant notamment les fonctions exécutives, la mémoire, le jugement, le raisonnement. La personne peut avoir des difficultés à comparer plusieurs choix ou à comprendre les conséquences de ses décisions, à planifier, organiser, résoudre des problèmes. Les décisions complexes, finances, traitements médicaux, gestion du domicile, deviennent particulièrement difficiles. La personne a parfois tendance à se focaliser sur des détails ou à perdre de vue l'objectif global, et peut être davantage influencée par la façon dont les choix sont présentés par l'opinion des proches. Dans le cas présent, la personne n'est plus pleinement actrice de ses décisions. Il conviendra, du moins au stade peu évolué des troubles neurocognitifs, de recourir à différents moyens afin de rendre opérante l'autodétermination. Explication simple, concrète, vérifier la compréhension, respecter autant que possible l'autonomie
de la personne impliquée, les proches, représentants légaux, lorsque les décisions ont des conséquences importantes. Je voudrais enfin évoquer une quatrième situation, celle du cas particulier des résidents, susceptibles de pouvoir prendre une décision, mais incapables de la mettre en œuvre en raison d'une perte d'initiative, de motivation. On parle ici des troubles de la conation, de la volonté d'agir, de passer de l'intention à l'action. La conation intervient ici comme un élément qui permet à la décision d'être réellement portée et mise en œuvre par la personne. À titre d'exemple, une personne âgée peut être capable de comprendre l'intérêt de l'activité physique adaptée, et décider qu'elle souhaite participer à un atelier d'APA, son autonomie décisionnelle est préservée. Cependant, si elle présente un manque d'initiative, une apathie, qu'elle est impassible, indifférente, elle peut ne pas passer à l'action, il manque le trigger, la gâchette. Ces situations non exceptionnelles nécessitent de vérifier l'absence d'affects dépressifs susceptibles de relever d'un traitement spécifique et relèvent au minimum d'une stimulation de l'initiative et de la motivation. Dans ces différentes situations, il est important, et ça a été très bien dit tout à l'heure, de rappeler l'intérêt de certaines interventions non médicamenteuses, telles que la méthode Montessori, qui, à défaut de restaurer l'intégralité de la liberté, permet de renforcer l'engagement, l'autonomie de la personne et son utilité sociale. Pour être exhaustif, je voudrais enfin évoquer la situation particulière des résidents présentant des troubles du comportement susceptibles d'entraver la liberté et la sécurité d'autres résidents. Cette situation non exceptionnelle constitue un réel questionnement éthique, se notant qu'en dehors des situations de crise, la décision de recourir à l'EHPAD a souvent pour objectif de réduire certains risques domiciliaires, nocturnes en particulier, en privilégiant le sécuritaire. Cette question soulève les conditions d'application des droits de la protection, des droits de l'autonomie, de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie en EHPAD. Enfin, je ne peux en terminer mon propos sans évoquer le fait qu'il est une liberté pouvant, dans les échéances prochaines, être bousculée, ou du moins l'objet de questionnements éthiques difficiles, celle de la liberté de mourir, encadrée par une loi qui devra impérativement respecter les vulnérabilités et singularités de nos résidents. Je ne sais, Francis, si ces considérations un appel d'eau de votre part. Alors, Claude, je vous remercie de ces précisions. J'avoue que je me représentais un peu trop maladroitement, sans doute, la perte d'autonomie dans le grand âge comme un processus symétrique de son acquisition dans le jeune âge. Alors, vous avez montré que c'est infiniment plus complexe que je ne l'imaginais et qu'il y a des situations incomparables. Cependant, pour m'éclairer encore, dites-moi, si l'on se focalise sur l'érosion progressive des fonctions cognitives, je crois qu'il y a deux manières de l'évaluer moralement. Alors, on peut évaluer la puissance d'agir de chacun à ce qu'elle a été. Mais alors c'est tragique, puisqu'elle ne peut que diminuer. Mais on peut aussi l'évaluer à ce qu'elle est positivement, à chaque moment, sans la comparer. C'est évidemment là sagesse. Après tout, être libre, personnellement, ne m'a jamais permis de faire tout ce que j'aurais voulu. Par exemple, de courir le 100 mètres en 10 secondes, n'est-ce pas, d'être champion du monde d'échecs ou d'écrire la critique de la raison pure de Kant. Mais cela ne m'a pas privé. Pourtant, je n'ai jamais été ni Usain Bolt, ni Kasparov, ni Kant. Je n'en ai jamais conclu que ma liberté était amputée. Comme disait Spinoza, chaque chose est parfaite en son genre lorsqu'on l'évalue à elle-même et non à autre chose qu'elle, par exemple, à ce qu'elle pourrait être ou à ce qu'elle a été. Alors il en va de même de ma liberté. Le territoire de la liberté devrait toujours se mesurer de la même façon, à ce que chacun peut faire ici et maintenant, et non à ce qu'il a pu faire dans le passé ou à ce qu'il ne peut plus faire à présent. Une liberté n'apparaît diminuée que lorsqu'on la compare, mais elle est toujours pleine lorsqu'on la mesure à ses capacités actuelles, à sa puissance d'agir à chaque étape de sa vie, à ses actes, quelque modestes qu'ils soient. De là la question que je me pose, et vous y avez fait allusion à l'instant, Claude. La personne qui perd ses capacités cognitives, en a-t-elle conscience ? A-t-elle conscience de ce qu'elle a été et donc de ce qu'elle a perdu ? C'est un premier aspect du problème. Mais il y en a un autre, purement moral.
Ne vaut-il pas mieux pour la personne ne pas en avoir conscience? Mais là, si on répond oui, on se heurte à un paradoxe. Car d'un côté, on dit que la liberté consiste à prendre conscience de ses propres capacités et donc de ses propres limites, et d'un autre côté, il vaudrait mieux ne pas avoir conscience de ses propres limites pour ne pas sombrer dans le désespoir. Qu'en pensez-vous, Claude? Je vais peut-être vous décevoir. Restez dans le désespoir. Ça se termine pareil. Vous soulevez ici une question centrale et complexe, celle du trouble neuropsychologique qu'on dénomme la nosognosie, A privatif, noso, maladie, gnosie reconnaissante, qui concerne le fait qu'un certain nombre de personnes, je dirais atteintes de ces maladies neuroévolutives, mais aussi parfois d'accidents vasculaires, n'ont plus la capacité d'être conscientes de leurs propres déficiences, de leurs propres troubles. Ils ont une espèce d'inconscient. Cette non-conscience explique d'ailleurs que la personne minimise ses difficultés, refuse, souvent est dans l'opposition, refuse les soins, s'oppose aux aides proposées. Surtout, ce trouble ne lui permet pas de lui faire prendre conscience des enjeux la concernant, de la faire participer activement à des prises de décision la concernant. Cette situation culpabilise les proches, très souvent désemparés, confrontés à un dilemme entre celui de respecter les choix de la personne, de leurs proches, et celui de la protéger. La nosognosie prive la personne de son autonomie décisionnelle, et je ferai plutôt l'hypothèse qu'elle crée un véritable enfermement de la personne, que je ne pense pas libératoire, mais plutôt source d'une souffrance peu souvent extériorisée. Je suis désolé de terminer sur ces points. Merci de terminer sur cet élément si positif, professeur Jandel. Merci à tous les deux, on peut les applaudir pour cet échange, pour ces réflexions. Vous repartez sous les applaudissements. On accueille tout de suite Françoise Churin, Alain Figon-Lefebvre, Hakim Belkacem et le professeur Lionel Nakache pour notre séquence du côté du cerveau. On va peut-être commencer par vous découvrir les uns et les autres. On commence avec vous, Alain Figon-Lefebvre. Vous êtes directeur d'établissement multisite à la Fondation Partager Vie. Quelques mots sur ce que vous faites et votre activité, parfois méconnue. Donc vous profitez qu'il y a un parterre ici pour vous exprimer librement, dire voilà ce que je fais, voilà pourquoi c'est important. On va essayer, oui. Merci beaucoup. Donc oui, je suis directeur de deux résidences autonomie à côté de Montpellier et d'un accueil de jour autonome et d'une plateforme de répit des aidants, Ciel Bleu. Et donc là, je suis plutôt sur le versant résidence autonomie. On a tendance à confondre résidence autonomie, résidence senior. Résidence senior, on est plutôt sur un logement avec des personnes âgées qui habitent les unes à côté des autres. Résidence autonomie, on est sur un ESMS, un établissement social et médico-social qui régit effectivement un texte de loi avec un livret d'accueil, règlement de fonctionnement, mais surtout un projet personnalisé d'accompagnement avec une évaluation de la Haute Autorité de Santé comme les autres ESMS. Et donc on écrit en tout cas avec le résident son projet personnalisé avec des objectifs, des actions. On travaille avec des activités qui travaillent sur tout ce qui est repérage de la perte d'autonomie, travailler la fragilité et la prévention en santé. Ça, c'est vraiment important. L'intergénérationnel avec du personnel étudiant présent le week-end, avec des services civiques seniors. Et puis, le fait d'avoir une restauration sur place qui permet de travailler la nutrition. On sait que c'est important sur la personne âgée. Donc, ça nous permet de voir ce qu'ils peuvent manger et on sait qu'il se passe des choses pendant ces relations, toute la relation sociale en tout cas. Et c'est aussi cet accompagnement qui est important au sein d'une résidence autonomie et qui n'est pas toujours suffisamment valorisé malheureusement. À votre droite, vous êtes venu bien accompagné par Françoise Churin. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous êtes résidente et il se trouve que vous connaissez un petit peu Alain, de vue. Oui. Vous le voyez de temps en temps dans les couloirs? De temps en temps, je le rencontre. Vous êtes résidente d'une des résidences autonomie donc de la Fondation Partager Vie. Oui. Et vous allez avoir dans quelques instants le plaisir, le loisir, l'honneur et l'avantage de pouvoir poser des questions à notre neurologue. Mais bon pied, bon oeil, on voit, hein, ça se passe bien pour vous? Oui, ça va. 90 printemps, c'est ça? Oui. Eh ben, Mazette. Alors, je lis ici Lionel Nakache. Vous êtes professeur, c'est ça?
Oui. Lionel Nakache, qu'on ne présente plus mais qu'on présente quand même. Il doit y avoir une figure de style qui dit ça. Vous êtes neurologue, entre autres, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Là, c'est une séquence un petit peu particulière puisque justement nos professionnels et notre résidence vont vous poser des questions. Mais on n'en dit pas plus, je laisse un peu de teasing. On va découvrir Hakim Belkacem, directeur de l'établissement Les Lacs d'Orient, foyer d'accueil médical situé à Lusigny-sur-Barse, dans l'Aube, c'est ça? Tout à fait. Dites-nous quelques mots sur vous. Quelques mots, donc moi je dirige 3 activités sur un même site, donc un foyer de vie, un foyer d'accueil médicalisé, une maison d'accueil spécialisée. Donc on accueille 94 personnes, principalement qui sont atteintes de déficience intellectuelle et du trouble du spectre autistique. Donc on les accueille, donc on est sur un hébergement permanent et on leur propose des activités socioculturelles, des ateliers cognitifs, d'apprentissage au quotidien. Voilà. Ben donc on est plus sur le développement de l'autonomie et le maintien des acquis en règle générale dans notre projet d'établissement. C'est ce qu'on propose en termes d'accompagnement personnalisé. Hakim, on va se plonger dans votre quotidien. On va faire un tour chez vous, au foyer d'accueil médicalisé de Lusigny-sur-Barse, dans l'Aube. On regarde. Allez, vous démarrez pas comme des balles, parce que sinon, au bout de 500 mètres, ok. Allez, go. Je fais la course à pied, le basket et le vélo. Je fais spécialement du foot. J'ai marqué une 30aine de buts. Bah, c'est de la piscine. La pétanque. La piscine, la course à pied, la marche. Le sport, il est absolument central parce que déjà tous nos résidents ont une licence, sont licenciés au sport adapté. Ça permet de travailler énormément de choses puisque les prérequis de l'accompagnement vers l'autonomie, c'est la confiance en soi, l'image de soi, la valorisation de soi qui permettent justement aux personnes qu'on accueille chez nous de continuer d'agir et même de développer sa liberté d'agir. Quand je suis arrivé, ils me félicitent, donc après voilà. C'est important d'être encouragé. C'est important d'être encouragé, oui. Et fin de la course. Ce qui me surprend encore aujourd'hui, c'est leur capacité à aller dans le domaine de la compétition, de se dépasser en fait. À Chalon, j'ai fait du championnat. J'ai fait 50 mètres, 100 mètres et aussi 400 mètres. Et avec Océane, on a fait tout notre pétanque, c'était à Chalon. J'avais ramené une belle coupe. Notre doyenne qui est là pour marcher, qui a fini, je suppose, encore bien de la première. Donc, elle permet aux autres de donner de l'élan aussi. Et puis les médailles de certains donnent de l'élan aux autres. Et la semaine d'après, ça y est, c'est plus les mêmes. C'est un des marqueurs dans notre établissement, un des marqueurs, c'est qu'on a des compétiteurs chez nous. Et puis on a des champions. On a démarré, Camille, elle a mesuré au départ à 5 au kilomètre, donc c'était très 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 rapide. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça s'est étouffé un peu. On finit quand même à 6, c'est pas mal, sur une distance de 4,87, donc presque 5 km. On peut faire mieux, hein, comme d'habitude. Je demande toujours plus. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire au cours d'athlétisme? Laurent Ratulet. Ah, c'est le coach qui vous a donné envie Des fois, il est trop sévère. C'est notre entraîneur. Ils me font confiance aussi, c'est aussi important, la confiance. Je travaille depuis 26 ans avec eux. Donc au départ, c'était juste bonjour monsieur. Aujourd'hui, c'est Laurent. On a fait des grands pas, quoi. On a avancé. Ils attendent qu'une seule chose à la fin, c'est qu'au Seine, ils leur disent félicitations, tu as très bien travaillé. Ils ont besoin d'être valorisés, en fait. Et ça, c'est très, très, très important. Toujours dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, des échanges, qu'ils comprennent exactement le sens de la séance qu'ils ont fait. La belle, c'était pas mal, c'est Sophie Galtois. Hussein, il est là pour nous aider. Franchement, c'est un mec en or.
Vous participez des fois à des compétitions de pétanque? Oui, oui, on avait été à l'Angoulême, tout ça. C'est vrai que dans les tournois, j'aime bien faire ça parce que je sens qu'il y a vraiment une cohésion d'équipe et puis même, je sens que voilà, je peux apporter quelque chose à l'équipe. Une des problématiques qu'on rencontre dans nos établissements, c'est souvent ceux qui un peu s'isolent, sont en retrait. Et on se dit toujours qu'ils ont envie de rien faire et qui veulent pas être associés aux autres. Et petit à petit, en laissant les choses, ils se mettent tellement en retrait qu'ils s'excluent. Il y a certains résidents où il y a des fois ils me disent non, mais je dis bah, tu viens juste regarder, tu vas t'asseoir dans les tribunes et tu vas regarder les gens comment ils sourient, comment ils rigolent, comment ils prennent du plaisir, comment il y a du partage. Ah, ils ont bien rigolé ensemble. Ah, moi aussi ça m'a pris du plaisir. Et bien la prochaine fois j'essaierai en fait. La liberté d'agir, elle est toujours possible. Il faut juste trouver les bons outils, les bons supports et les bons leviers. Et je râle pas, monsieur Ratinet, j'ai pas râlé à la course. Tu peux dire ça, non? Alors je vous rappelle le principe de cet échange. Notre résidente Françoise Churin, le directeur d'établissement Alain Hakim vont questionner directement le professeur Nakache sur les mécanismes en jeu dans le cerveau lors de ses prises de décision et d'action. Et finalement, dans la continuité de ce qu'on vient de voir, Hakim, vous aviez une question en particulier. Déjà, je découvre le film. Moi, je trouve qu'il est tout à fait en phase avec ce qu'on peut réaliser dans notre établissement. Et j'ai une première question qui est par rapport au plaisir. Quel mécanisme dans le cerveau active le plaisir et est-ce qu'on peut prendre du plaisir à ne pas agir? Alors c'est une question vraiment complexe et riche et comme le disait Roger Paul, il y a vraiment un aspect multidimensionnel, donc il y a le défi de vous répondre en une sorte de haïku comme ça, on va essayer. Mais d'abord on sait peu de choses, il faut quand même le reconnaître. Et sur l'aspect du plaisir, du désir, de ce qui peut aussi motiver nos actions, il y a des mécanismes très internes, donc on commence un peu à savoir déchiffrer par exemple les systèmes neurochimiques, les voies neuroanatomiques du circuit du plaisir, de la récompense, de la motivation, même de certaines biochimies. Donc il y a une composante biologique claire qui permet de sous-tendre ces processus de plaisir, de motivation. Et comme Claude Jandel le rappelait, il y a malheureusement des situations neurologiques dans lesquelles une atteinte spécifique de ces systèmes peut perturber, à travers l'apathie ou des troubles de motivation, la capacité à pouvoir en ressentir ou à se lancer dans une action, alors que le reste, on va dire, est relativement bien préservé. Donc ça, c'est une première dimension. Maintenant, la résonance de ce système interne, évidemment, et ça, ce n'est pas une découverte des neurosciences, mais elle va dépendre non seulement de l'individu un peu considéré isolément, mais surtout de ses interactions avec l'environnement dans lequel il est plongé, dans lequel il est baigné, auquel il appartient, avec lequel il interagit. Et cette notion d'interaction avec l'environnement, elle est vertigineuse, parce que c'est l'environnement de l'étayage des possibles, on pourra y revenir, mais c'est également l'environnement humain, avec les relations intersubjectives, la confiance, la capacité de se mettre en prise de risque, de pouvoir se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc même ces systèmes internes, même si on commence à pouvoir en déchiffrer une certaine biologie, on pourrait dire, si on veut en avoir une bonne intelligence, il ne faut pas les penser d'une manière isolée, mais il faut les penser dans une capacité à raisonner avec tous ces autres systèmes qui vont mettre en œuvre ce qu'on a vu dans ce film. Les autres personnes, les animateurs, le cadre, la familiarité, la mémoire des lieux, etc. Et donc tout ça participe à cette capacité à éprouver du plaisir et à oser se lancer dans une action. Et je crois que la dernière version la fin de votre question, c'était plutôt spécifiquement autour de l'action, c'est ça, non? Autour justement de ne pas agir. On a aussi des personnes qu'on accueille chez nous qui prennent, on pense, on estime qu'ils arrivent à satisfaire et être présents autour d'une activité sans forcément agir. Mais le fait d'être là et de partager un moment avec les autres, ça leur suffit. Oui, alors là aussi, je n'ai pas une réponse à l'emporte-pièce. Et comme c'était souvent rappelé, et c'est vrai, il y a une singularité. Ce n'est pas une figure de style, mais si on veut vraiment se pencher dans une clinique ou un abord de ces situations, il faut les faire au cas par cas. Donc je serais incapable de formuler une réponse générale, mais des repères, quelques boussoles de navigation. Une première chose, c'est qu'un des enseignements des neurosciences cognitives, vraiment, on pourrait dire la moitié du XXe siècle et surtout maintenant, c'est qu'en fait, la perception est un processus très actif. La perception n'est pas un phénomène passif. La perception est vraiment un processus créatif. Il y a un ouvrage qui s'appelle Le cinéma intérieur, dans lequel vraiment je dressais une analogie avec un cinéma. Vous savez, au cinéma, en fait, on vous envoie 24 images. Donc sur un écran, il y a 24 images, mais ce que nous percevons, ce n'est pas 24 images,
c'est la construction d'un objet mathématiquement continu. On a une impression de continuité subjective, le film, alors qu'on ne l'a pas montré. Et si on pousse plus loin, je ne le ferai pas là, la perception, c'est vraiment l'invention à partir des éléments qu'on va chercher, qu'on va glaner de manière très partielle et très disparate, et très éparse dans le monde extérieur, c'est créer en fait notre interprétation du monde. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui ne fait pas d'action, mais qui contemple le monde, alors ça peut aller depuis un état dans lequel en fait il se passe rien parce qu'il contemple pas le monde, parce qu'il n'en fait pas quoi que ce soit, et dans une version on pourrait dire assez appauvrie en termes personnels, et à l'autre extrême ça pourrait être un Proust qui observe les interactions de cet environnement et qui élabore une narration très riche. Donc il y a un peu les deux, il y a aussi les motivations de vous et votre équipe. Si vraiment vous êtes engagé à faire du sport, ça vous frustre peut-être un peu que la personne elle reste assise sans vouloir faire ce que vous avez envie qu'il fasse. Mais donc je dirais, une fois qu'on a posé ces jalons, c'est voir comment les personnes naviguent. Où est-ce qu'ils sont un peu dans cette... Donc les sonder sur qu'est-ce qui se passe en eux lorsqu'ils observent une scène. Est-ce qu'ils élaborent quelque chose? Est-ce qu'ils inventent quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent communiquer cette narration? Ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas ça? Ou au contraire, est-ce qu'il y a enfin, c'est quelque chose qu'on observe souvent, plusieurs mécanismes qui vont inhiber cette capacité à se lancer, à oser l'action, par exemple. On y reviendra peut-être, mais la capacité à sortir de sa position d'équilibre, à se lancer dans quelque chose parfois d'un peu inconnu ou non maîtrisé, ça demande beaucoup de choses et c'est souvent soumis à beaucoup d'obstacles. On n'aime pas le faire, en fait. Personne. Prise de risque, quoi, en fait. Ouais, une prise de risque, et donc il faut de la confiance, il faut oser. Et là-dessus, on a tout un ensemble de choses qu'on va peut-être étayer après. Hein. J'ai adoré le dialogue socratique de Claude et Francis. Alors, on a à moitié fait la même chose, on connaît un peu les questions, pas trop, mais on va peut-être le creuser un peu plus tard. On a une question de Françoise Churin. On vous écoute, Françoise. Alors, je voulais savoir... On va peut-être vous baisser le micro. Est-ce que... Oui, peut-être. Je voulais savoir justement ce qui conditionnait la personne, par exemple, qui arrive complètement perdue et tout ça. Comment réussir à la ramener dans notre monde, dans notre perception, dans notre... Elle refuse, elle se cale contre elle et on ne peut rien en tirer. Ça m'intrigue. Quelle est la partie du cerveau qui l'empêche de réaliser ces projets? Alors, vous parlez plutôt de personnes qui souffrent de maladies neurologiques, neurodégénératives, peut-être, ça, moi, pas nécessairement, ou vous ne savez non, pas nécessairement. C'est d'autres résidents, Françoise, ou résidentes que vous avez vues? C'est autour de vous des résidentes qui, un jour, vous percevez qu'elles ont tout, ils ou elles ont toutes leurs capacités, et le lendemain, ça commence les questions étranges. Où suis-je? Voilà, est-ce que je vis ici? Et en plus, vous trouvez que ça va vite, vous me disiez. Et ça va très vite, ça se dégrade très vite. Ça, je n'arrive pas à saisir. Alors c'est difficile de vous répondre, même si on connaissait un peu la question, mais c'est difficile de vous répondre parce que ça peut orienter vers plein de choses différentes. Par exemple, si vraiment il y a des notions de fluctuation, c'est-à-dire des périodes durant lesquelles la personne est capable de le faire et d'autres elle n'est pas, alors il va falloir sonder l'origine de ces fluctuations. Ah oui, et c'est là que la neurologie peut être intéressante, ou la gériatrie, la médecine, c'est d'arriver à sonder certaines des possibilités de ces fluctuations. Il y a des maladies qui sont caractérisées par ça. Quand vous voyez en consultation une personne âgée qui peut avoir des troubles cognitifs que je ne vais pas détailler, mais qui ont ces grandes fluctuations. Oui, voilà, quelqu'un qui peut jouer aux échecs un jour et le lendemain, être assis dans un fauteuil et ne pas bouger. Il y a des maladies comme la maladie à corps de Lévy, par exemple, ou d'autres maladies, dont un des symptômes clés va être ces fluctuations majeures qu'on peut voir partout, mais qui seront vraiment particulièrement intenses. Donc ça, c'est une première piste. Maintenant, il y a une deuxième piste. Si c'est vraiment plutôt quelque chose de permanent et qui est conjugué à des troubles cognitifs et comportementaux, moi, j'aime bien citer un auteur qui est peut-être moins cité aujourd'hui. Moi, je l'avais lu quand j'étais interne, qui m'avait fasciné. C'est un neurologue allemand qui s'appelait Kurt Goldstein. Alors, il est connu en philosophie parce qu'en fait, Merleau-Ponty, par exemple, s'est beaucoup inspiré de lui pour notamment la phénoménologie de la perception. Et Kurt Goldstein, c'était un neurologue, je crois à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, qui a surtout en fait de la rééducation neurologique de patients de guerre, de la Première Guerre mondiale, avec des éclats d'obus dans la tête, etc. Et donc, il a observé les comportements de ces patients et il a produit une critique de la neurologie très localisationniste de l'époque, et notamment dans un livre, je vous invite à... Il est assez bizarre son livre, mais pour les neurologues, il est intéressant. Sinon, on peut passer des chapitres, ça s'appelle La structure de l'organisme. En allemand non traduit. Alors ça, je ne l'ai pas lu en allemand. C'est un peu exigeant. Il est publié chez Tel, il était publié chez Tel en français. La structure de l'organisme est traduit il y a vraiment longtemps. Et en fait, ce que disait Goldstein, il y a beaucoup de choses, mais un point, donc, il y a cette notion de construction de la perception qui est déjà... Il y a déjà les prémices assez riches. Il y a une sorte de critique d'une neurologie un peu réductionniste. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il y a autre chose, c'est qu'il décrit ce que moi j'aime bien, je conserve, qui s'appelle les états de catastrophe et les réactions de catastrophe. C'est que lorsqu'on est mis dans une situation, qui que ce soit, vous, moi, un patient, n'importe qui,
Eh bien, selon les paramètres de cet environnement, il y a des choses qu'on peut gérer ou qu'on ne peut pas gérer. Et quand on est dans un environnement qui dépasse notre capacité d'intégrer l'environnement dans lequel on est plongé, on va souvent observer des états de catastrophe, c'est-à-dire des états avec des troubles anxieux, d'agitation, de comportement et de grandes souffrances subjectives de la part de la personne. Et donc, une partie des choses, parmi ces facteurs, il y a évidemment l'inconnu, l'audace de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, découvrir un environnement. Lorsque vous avez des patients, alors moi je suis neurologue et chercheur, donc en neurologie, en consultation, je vois des patients. Certains des patients que je vois sont des patients âgés, pas tous. Certains d'entre eux souffrent de maladies neurologiques variées et à un moment donné vont changer de lieu de résidence. Et très souvent, eh bien, les premières phases d'arrivée dans un établissement, aussi bienveillant soit-il et aussi expert soit-il, ça va être une période qui va être un peu une révolution pour la personne, en fait. Et il y aura souvent ces états de catastrophe, mais qui vont être accompagnés. Et une fois que c'est dépassé et que la personne arrive à s'épanouir, on peut voir à ce moment-là réapparaître des comportements. Donc il y a cette notion de confiance sur laquelle on revenait. Oui, voilà, de confiance. Pouvoir, ça, voilà. Oui. Donc il y a au moins ces deux aspects-là. Et puis ensuite, il ne faut pas du tout les oublier, mais, parce qu'il y a 1000 facteurs, mais il y a aussi des styles cognitifs, des personnalités, des identités. Tout à fait. Quand vous êtes en consulte, là aussi, on est très pratique. Il y a par exemple des centres d'accueil de jour pour certains patients qui sont très développés. Voilà. Alors les centres d'accueil de jour, en général, quand on y pense, nous, c'est pour un double objectif. C'est pour étayer les interactions du patient avec d'autres experts, d'autres professionnels et d'autres personnes également, patients ou accompagnants. Et c'est aussi pour soulager le conjoint, souvent, dans un fardeau. Alors, mais il y a des styles cognitifs, il y a des patients à qui vous n'allez jamais proposer un accueil de jour, ou bien vous leur proposez et ça ne passera pas. Voilà. Et ça, quand vous avez affaire à des patients qui ne sont pas dans des formes très très sévères de ces différentes maladies, on a plutôt l'impression que ça renvoie à leur personnalité. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas, en fait, partir en colonie de vacances, et voilà, ils aiment bien leur quant à soi, et ils peuvent être heureux comme ça. Donc, voilà. Donc, en insistant, en essayant de les ramener, est-ce qu'on peut les aider ou est-ce que c'est le contraire? Alors, moi, je serais, ça a été mentionné, mais dans un mélange à la fois d'absence d'autoritarisme et puis d'opposition frontale, avec quel que soit le niveau d'appréhension du patient, de capacité à le faire. Et puis, deuxièmement, il y a différentes situations. Par exemple, je pense à un orthopédiste, Jean-Claude Broutard, un orthopédiste qui, à sa retraite, s'était passionné pour le cerveau, qui vit dans la région de Cannes et qui a visité des EHPAD depuis de très nombreuses années, et avec une idée, et je vous la donne. Alors, on parle de patients qui ont une maladie neuroévolutive, d'accord? Et du coup, j'ai vu beaucoup de ces vidéos de patients avec lui, et il va écrire, je pense, quelque chose là-dessus. En fait, son idée, c'est prenons, je le fais vite, il s'intéresse notamment à des pathologies comme maladie d'Alzheimer ou apparentées dans des phases sévères. Et dans les phases sévères, les patients qui ont eu au début des troubles de la mémoire épisodique antérograde, que d'ailleurs Francis, il y a plein de points avec lesquels j'ai totalement en résonance avec Francis, notamment capacité à pouvoir être libre, c'est se projeter dans le temps, le passé ou le futur, qui va étayer, c'est possible, ce répertoire plus qu'un déterminisme. Je veux dire, la première chose pour les discussions philosophiques sur le libre arbitre, penser le libre arbitre comme vraiment l'idée qu'on est déterminé par rien, effectivement, c'est aboutir au fantasme que notre vie la plus libre, ce serait une série aléatoire d'états qui ne serait déterminée en rien, et personne n'aimerait vivre dans une série aléatoire d'états mentaux. Donc en fait, une fois qu'on dissipe cette forme de conception naïve de ce que pourrait être la liberté, on arrive à construire un répertoire de possibles le plus large possible, étayé par le temps subjectif, etc. Donc dans ce cadre-là, Jean-Claude Broutard, il voit des patients qui ont une forme sévère, même qu'on appelle l'oubli à mesure. Ça veut dire vous rentrez dans une pièce, vous parlez avec la personne, vous ressortez, vous comptez jusqu'à 10, vous rentrez. Elle n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé. Exact. Donc il capitalise sur ça et sur le fait que la musique, évidemment, ça fait partie des stimuli émotionnels très forts. Et donc il fait un inventaire avec les proches du patient pour trouver les 4-5 chansons ou tubes de son époque qu'il adorait ou qu'elle adorait. Et comme il est amnésique antérograde massif, on peut les repasser 100 fois. Et ça va déclencher la même émotion que si c'était la première fois. Et il m'a montré des vidéos, et on le voit, tout le monde en a des expériences cliniques. On peut, à ce moment-là, avoir une sorte d'effet qui va ouvrir une sorte de... Avec le plaisir dont vous parliez, la motivation, le souvenir épisodique, un peu comme la vidéo de la danseuse qui fait la danse du cygne, vous avez dû voir. Bon, eh bien, vous pouvez avoir un patient qui va se rouvrir et donc sa capacité à appréhender ce qu'il y a autour de lui, à diminuer cette sensation de catastrophe et va être capable d'avoir un canal d'interaction plus riche pendant quelques heures. Non pas de supprimer la maladie, c'est pas une vision romantique ou magique ou dualiste, mais vous voyez, mais donc, de reprendre plaisir et de... Ça peut être une piste, par exemple. D'accord. Merci. Merci à vous. Alain, vous avez une question qui concerne davantage l'encadrement, le management? Oui,
On a tendance à vouloir dire sur les directeurs, ils sont un peu multitâches et c'est un peu complexe à la fin. Il doit être DRH, il doit être DAF, il doit être coach, il doit être remplir le... Enfin, ça devient compliqué, effectivement, mais au final, c'est un pilote, c'est lui qui arrive à gérer son équipe. Et on voit bien que plus on laisse d'autonomie, en tout cas à nos équipes, et plus on va leur laisser le choix aussi, le choix dans les plannings, le choix dans le fait de pouvoir accompagner. On a un autre type d'accompagnement, en tout cas. Alors après, le directeur, il est garant de la bientraitance, il est garant de la mise en place des projets personnalisés sur les établissements. Mais si on n'a pas ce lien, en tout cas, si le directeur n'amène pas ce lien avec ses équipes en termes d'autonomie et de choix, derrière, on n'arrive pas à avoir des personnes qui sont bien dans leurs établissements et qui peuvent elles-mêmes choisir. Et qu'est-ce qui fait que, finalement, le fait de laisser le choix à l'ensemble du personnel permet, au final, à la fin de la mise en place, en tout cas du projet d'accompagnement, d'avoir des personnes qui sont heureuses, libres et autonomes et libres dans leur choix. Oui. Je trouve que c'est vraiment une superbe question et vraiment j'ai l'impression de l'entendre pour la première fois, votre question. Et en réalité, là aussi, des pistes plutôt qu'une réponse définitive, mais des pistes de réponse. La première qui est du bon sens, c'est que quand on est face à des personnes qui sont en difficulté d'autonomie, si le personnel soignant et encadrant a lui-même l'impression qu'il n'est pas autonome parce qu'il est piloté de manière hyper autoritaire, ça va être difficile de suggérer une volonté d'autonomie chez des personnes quand eux-mêmes, ils ont l'impression que leur comportement est totalement manque d'autonomie. Donc ça, c'est la première couche. La deuxième, en fait, c'est qu'il y a un concept qu'on n'a pas, que je voulais développer aussi, c'est qu'il y a ce concept de répertoire des possibles. Donc pour moi, ce que j'appellerais la liberté, au sens vraiment le plus pratique du terme, c'est de pouvoir développer un répertoire de possibles qui fait que face au présent, à l'ici et maintenant, mon comportement ne va pas être enfermé dans ce qui va être immédiatement suggéré par... c'est ce qu'en neurologie, en médecine, le syndrome frontaux, les désinhibitions, en fait, notre lecture de ça, c'est que c'est un patient qui ne peut pas échapper presque aux réponses réflexes qui sont suggérées par l'environnement immédiat. Il y a un stylo, j'écris, il y a à manger, je mange, etc., etc. Et pour ça, il faut avoir ce répertoire des possibles, ce temps subjectif qui permet de naviguer. Le deuxième ingrédient, que je n'ai pas encore mentionné, qui a été mentionné tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'agentivité. C'est se sentir l'auteur de son action ou de sa pensée. Et donc on pourrait dire quelqu'un qui a un répertoire des possibles et qui, dans les actions ou les pensées choisies, se sent à la première personne l'agent de sa pensée ou de son action. Si on met de côté la question métaphysique de la liberté que personne ne résoudra, on peut dire qu'il est dans une situation subjective où il se sent libre et il a un répertoire de possibles qui lui permet d'avoir un certain spectre d'action qui échappe aux réflexes, on pourrait dire. Eh bien, dans ce cadre-là, d'arriver à travailler cette agentivité et ce répertoire des possibles, c'est fantastique. Et là, je reviens sur votre question, c'est qu'il y a un ensemble de travaux assez fascinants qui montrent que dans cette capacité d'un patient à oser quelque chose, il y a aussi une image de soi-même, de est-ce que je suis capable de le faire ? Et dans ce « est-ce que je suis capable ?», il y a des mécanismes internes, psychologiques internes, qui renvoient à la mémoire des personnes, etc. Mais il y a aussi beaucoup le retour des autres, en fait. Et le regard des autres sur les patients. Et je vous donne un ou deux exemples. Un exemple, par exemple, il y a deux psychologues vraiment très brillants, très importants en France, qui s'appellent Isabelle Régnier et Pascal Huguet, qui sont à Aix-Marseille, l'université Aix-Marseille, qui font beaucoup d'études sur les biais cognitifs en différents genres, biais de genre, etc. Ce n'est pas l'occasion d'en parler. Mais ils ont fait des manips, et un papier notamment, sur les bilans mémoire. Donc évidemment, les gens vieillissent, les gens se plaignent de leur mémoire. Ça fait des millions de gens qui vont avoir des bilans de mémoire. Et en fait, leur idée, c'était... si on a un stéréotype qui est assez fréquent, en fait, d'associer, un peu comme Francis le disait, dans la pente symétrique, de dire je vieillis, je deviens un peu détérioré, cognitif, et donc il y a quelqu'un de jeune qui va me faire passer des tests, je vais les rater, quoi. Eh bien, ce seul stéréotype, ils ont essayé de savoir s'il pouvait avoir un rôle sur les performances. Et donc, ils ont fait plusieurs groupes. Un groupe où on fait comme d'habitude, on consulte mémoire, et puis un groupe dans lequel on commence par une sorte de débriefing, en disant, vous savez, vous êtes âgé, mais en fait, si vous avez 75 ans, ça ne présume rien de vos performances. Vous pouvez avoir des performances tout à fait normales, donc d'essayer de casser un peu ce stéréotype. Et ce qu'il montre, c'est qu'en fait, de manière statistique, sur des grands échantillons de personnes, et en général qui vont encore assez bien, sinon on n'a même pas besoin de faire les tests, on pourrait dire, eh bien là, vous allez avoir des différences de performance assez importantes, qui vont évidemment franchir le seuil de est-ce qu'on met en branle une IRM, une ponction lombaire ou autre chose, ou que sais-je, ou un PET scan. Donc là, il y a un premier élément, c'est que de pouvoir casser contre les stéréotypes. On a pris celui de l'âge,
Mais dans le handicap en général, il y a aussi des stéréotypes de cette nature. Et donc si les personnels qui sont en face, en se sentant libres de leurs actions, de leurs initiatives, renvoient de l'agentivité à eux, de l'agentivité aux patients, et qui vont briser les stéréotypes, eh bien ça va pouvoir favoriser ça. Et le dernier élément, c'est peut-être celui qui va être le plus vertigineux, il y avait un psychologue américain, il est toujours en vie, qui s'appelle John Bargh, qui dans les années 90 a fait un papier qui a eu beaucoup d'impact. L'idée, c'était ça, c'était des réponses implicites. Donc, on fait faire une tâche cognitive à des sujets jeunes, d'ailleurs en bonne santé, ça n'a pas d'importance. La tâche, en fait, n'a aucune importance. Simplement, donc, on mesure la vitesse d'entrée du sujet, et puis dans la tâche, c'est une tâche avec des stimuli verbaux, on s'en fiche de la tâche cognitive, mais à l'insu des sujets, on les expose à des mots qui sont connotés avec le vieillissement. Et ensuite, on mesure leur vitesse quand ils sortent de la pièce. Et en fait, on prouve avec plein de situations contrôle que d'être envoyé à la situation de vieillissement, de ralentissement, les gens sont plus voûtés et ils marchent plus lentement. Juste pour ça. Et alors, là où ça devient fou, c'est que notre collègue Axel Clermans, qui est à Bruxelles, en Belgique, il y a quelques années, vers les années 2010, il a refait la manip en se disant il y a un truc bizarre, et puis ça ne marchait pas. Il n'a pas réussi à répliquer. Et alors, il a eu cette idée, et ça a été massivement ensuite répliqué, l'idée suivante. C'est qu'il s'est dit, et s'il y avait une sorte d'effet, d'écho, de résonance intersubjective dingue, donc il a fait 2 groupes maintenant. Des expérimentateurs qui sont au courant de ce qu'ils cherchent à obtenir comme résultat, et puis d'autres qui ne savent pas. Eh bien, quand vous ne savez pas, en moyenne évidemment, il n'y a pas d'effet. Mais dans le groupe des expérimentateurs qui avaient en tête que si on les expose, ces sujets, à des mots du vieillissement, on va les influencer. Alors évidemment, il n'y a pas de triche, les gens ne mentent pas, ils ne leur parlent pas, ils ne leur disent rien d'autre. Mais donc juste pour vous dire, ça touche un peu ce que vous dites, ça veut dire que le regard du soignant, l'interaction, etc., on rentre dans des cycles vertigineux de ce qui peut moduler ce qui se passe chez quelqu'un en bonne santé, alors qui plus est chez quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, ou qui en souffre en situation de handicap ou de perte d'autonomie partielle, avec les systèmes de motivation et de plaisir dont vous parliez. On va prendre une dernière question, Hakim. Oui, donc on accueille aussi chez nous des personnes qui souffrent du trouble du spectre autistique. Donc vous avez compris que la liberté d'agir, elle est importante dans nos établissements. On les amène toujours vers de l'autonomie et puis dans le dépassement de soi. Et donc c'est un groupe qui ont des habitudes de vie qui sont plutôt ritualisées au quotidien. Et on voudrait savoir en quoi les neuroatypies, elles altèrent du coup la liberté d'agir en dehors de ces rituels quotidiens. Ce qui est frustrant aussi pour les accompagnants, alors qu'on sait qu'il y a des vraies capacités à se dépasser, aller vers une liberté d'agir certaine. Alors c'est une question difficile, et puis je n'ai pas d'expertise sur le spectre autistique, donc je ne vois pas des patients qui relèvent directement du spectre autistique. Alors je connais un peu, etc. Et puis on peut voir des personnes aussi adultes qui relèvent également de tableaux. D'ailleurs c'est au pluriel, il y a plein de variétés de termes. Le seul élément que j'aurais à donner, c'est que évidemment cet aspect de rituel moteur souvent, mais pas que moteur, de persévération, d'écolalie, etc., on va souvent les voir justement dans ces situations en fait comme des sortes presque de réactions, de solutions pour minimiser l'angoisse dans des situations d'état de catastrophe, de ces états d'exposition un peu trop importants. Voilà. Donc, moi, c'est plutôt comme ça que je les considère. Non pas comme un problème en soi, mais comme une manifestation de la part de la personne, un peu comme un thermomètre de ce qu'elle est capable de supporter, que là, le rite va, la ritualisation, la persévération, qui peuvent être parfois des automatismes assez un peu choquants pour des gens qui ne sont pas, qui ne relèvent pas du spectre autistique, avec parfois des aspects qui peuvent aller parfois jusqu'à des formes d'automutilation, des personnes qui se cognent, etc. Des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, des troubles du comportement, de l'hétéroaxivité. Voilà. Donc il y a une dimension, c'est de les considérer vraiment comme des reflets je renvoie à cet état de catastrophe, de dire voilà, la personne, donc en gros, évidemment, la laisser complètement isolée sans la stimuler, c'est évidemment une catastrophe, et puis même moralement, ça ne serait pas défendable. Mais vouloir l'exposer, la surexposer à quelque chose qu'elle ne peut pas supporter, donc c'est le fil rouge de ces 2 écueils. Je ne sais pas, moi, un exemple, il y a quelques années, il y avait une femme âgée d'une maladie neurologique qui souffrait, elle avait pas mal d'enfants, et ses enfants étaient proches d'elle, donc en fait, pour un peu protéger aussi la fréquentation de leur mère qui était veuve, et puis aussi se répartir un petit peu ce soutien. Il baladait la patiente d'une maison à l'autre. Et quand je l'ai vue pour la fois, elle avait ces états de catastrophe, en fait.
Et quelque chose d'aussi simple de dire, vous allez faire autre chose, vous la laissez dans sa maison, et puis c'est vous tournez pour aller la voir. Et un truc aussi simple a fait disparaître. C'est pas magique, hein, mais voilà. Donc je veux dire, c'est toujours trouver le fil rouge, jusqu'où je peux aller, non pas en mettant la personne dans une activité, mais en étayant ce répertoire de possibles, en essayant de travailler cette agentivité, en travaillant la confiance qui va permettre à la personne d'oser faire un pas. Je renvoie encore à Roger Paul. On en parlait avec Francis, il y a ce livre de Roger Paul Droit et de Yves Agide, qui est neurologue, qui est, je crois, Je marche donc je pense. C'est un livre sur la marche et la pensée. Vous savez qu'en philosophie, les péripététiciens marchaient, discutaient en marchant, etc. Et l'idée, c'était de prendre vraiment à la lettre cette analogie en disant, quand vous êtes debout, vous êtes en position d'équilibre. Dès que vous vous mettez à marcher, vous lancez votre pas. Et là, en fait, s'il se passe rien d'autre, vous tombez. Donc, oser faire un pas, c'est oser prendre le risque de tomber. Et si ça marche, vous allez vous rattraper. Et vous aurez déplacé, vous aurez occupé une nouvelle position dans l'espace, et dans votre espace mental aussi. Vous aurez progressé d'une pensée à une autre, etc. Et donc là aussi, je pense que l'idée, c'est d'accompagner les personnes, non pas pour les faire tomber, mais pour au plus leur proposer ce répertoire de possibles, cette agentivité, et les laisser faire, voilà, avec ce cadre bienveillant. Mais je ne pourrais pas dire quelque chose de plus précis. Voilà. Merci. C'était déjà magnifique. Merci beaucoup à vous d'avoir interrogé Lionel Nakache. Vous pouvez les applaudir. Lionel, qui fait partie des rares personnes, une fois qu'on a fini de l'écouter, on se sent plus intelligent. Je me sens d'un seul coup. Allez, je vous propose, cher public, qu'on fasse une pause fraîcheur, à l'instar des footballeurs de la Coupe du Monde. On a monté une librairie éphémère où vous allez pouvoir vous procurer les ouvrages de nos invités et vous les faire dédicacer. Vous pouvez retrouver tout de suite Lionel Nakache, Yann Bubien, Francis Wolf et Delphine Orviller. Je vous donne rendez-vous pour la reprise de notre événement à 18h15 tapante. À tout à l'heure.